les marchés pourraient plonger une fois de plus sur les prochains jours. Et en effet, les nouvelles données sur le chômage signalent aux investisseurs que la Fed va continuer à augmenter les taux d'intérêt, ce qui aura pour effet d'étouffer davantage d'argent sur les marchés financiers. Raoul Pal, un macro-investisseur, pense toutefois que tout cela va se concrétiser au cours des 2 ou 3 prochaines semaines et qu'il reçoit des signaux indiquant que nous sommes à un point de pivot de cycle et que le vent commence d'ores et déjà à tourner. Et donc ne manquez pas cette vidéo où Raoul Pal analyse le paysage macroéconomique et explique pourquoi il considère que les crypto-monnaies ont désormais des rendements futurs attendus absolument exceptionnels. Pour moi, les taux de chômage sont un indicateur en retard. Nous avons vu des données plus fréquentes sur l'emploi et ça suggère que ça descend plus vite. Nous avons vu le secteur immobilier s'affaiblir rapidement. Nous avons vu la construction également, qui est un secteur qui emploie beaucoup. Nous avons vu les données économiques s'affaiblir rapidement à tout niveau. Et donc on pourrait en quelque sorte avoir la même chose avec les chiffres de l'inflation. Et donc ça prend du temps à se mettre en place. Et n'oubliez pas, on n'a qu'une seule donnée économique par mois. Alors qu'on obtient chaque jour, chaque heure, des graphes sur tout un tas de données. Ici, on obtient une seule donnée chaque mois. Et cette information, ce n'est pas une tendance. Vous devez la prendre dans son contexte avec tout ce qu'elle englobe. Et donc dans tout ce contexte, je pense que les données ralentissent et qu'au fur et à mesure, on va voir ces chiffres sur le taux d'emploi changer également. Parce qu'on voit beaucoup de personnes en ce moment perdre leur emploi. Je pense que les gens s'embrouillent sur les crypto-monnaies. Ce n'est pas une couverture contre le dollar américain, parce que le dollar américain, c'est le dénominateur de la plupart des changements de l'activité Bitcoin. Et en général, on paye un prix et c'est en dollars. Et donc si le dollar augmente, alors le prix du Bitcoin descend. C'est une relation très simple, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors ça a été également une très mauvaise couverture contre l'inflation, parce qu'avec l'inflation, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une inflation par l'offre, et ce n'est pas vraiment ce que Bitcoin fait. Ce que le Bitcoin fait, c'est la dépréciation de la monnaie, comme pour l'or. Les gens se sont trompés avec l'or, et il a été terrible comme investissement. L'inflation des années 1970, ses revenus, et on pensait voir l'or exploser en prix, c'est avec la dépréciation de la monnaie que l'or explose en valeur. Et pour ça, vous devez voir des croissances M2, vous devez voir de la liquidité, vous devez voir les bilans des banques centrales en augmentation, et toutes ces choses-là, on ne les voit pas du tout. En fait, on voit l'opposé, et ça c'est terrible. C'est un mauvais environnement. Et la force du dollar en général, c'est un signe de liquidité qui quitte les systèmes. Et donc, le dollar, pour les États-Unis, c'est 25% du PIB mondial, mais les transactions en dollars compte pour 87% de toutes les transactions sur Terre. Et donc le dollar a une importance démesurée par rapport à son impact économique réel. Et donc lorsque la Réserve fédérale joue avec l'offre d'argent et qu'elle la réduit, il y a quelqu'un dans le monde extérieur qui dit « Ah, je peux pas avoir mes dollars ». J'appelle ça un jeu de chaises musicales. Et le premier jeu de chaises musicales a été celui lancé sur le Sri Lanka. Ce sont les emprunteurs faibles qui ne peuvent pas obtenir les dollars. Il y a moins de dollars et il y a tellement de besoins en dollars. Il y a tellement d'emprunts en cours. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait monter les prix du dollar de manière compétitive. Et les personnes qui ne peuvent pas, ils tombent à côté, ils ne peuvent pas payer leurs dettes. Et donc tout le monde restructure avec le FMI. C'est la discussion en cours avec l'ONU autour du dollar solide. C'est un problème pour les pays qui sont emprunteurs faibles. Aussi, l'autre raison, donc la Réserve fédérale retire de l'argent, mais les États-Unis ont également un déficit commercial moins important. Qu'est-ce qu'un déficit commercial? Le déficit est dû au fait que les États-Unis achètent des biens étrangers avec des dollars américains. Ces dollars vont dans le système global. Et donc s'ils achètent moins de biens étrangers, avec leurs propres biens, ce que vous faites, c'est retirer des dollars. Et donc il y a cette tempête parfaite de dollars qui quitte le système. Et les gens en ont besoin. Et ça crée cette horrible dynamique du dollar qui augmente en valeur au fil du temps. C'est la théorie du dollar milkshake, comme Brent l'appelle, ou alors le dollar doomloop, ou le dollar wrecking ball, qui est une terminologie que je pense avoir inventée en 2015. Et donc lorsque le dollar augmente, en général, les actifs libellés au dollar baissent et donc le Bitcoin baissera au fil du temps. Normalement, cela devrait arriver à des choses comme l'énergie. Mais les marchés de l'énergie étant déterminés par d'autres dynamiques d'offres et de demande, il est très difficile pour ces actifs mondiaux, lorsque cela se produit, parce qu'ils ont une tendance à être dépréciés. C'est une force très déflationniste, d'avoir un dollar fort. Et je sais que nous vivons dans un monde inflationniste, mais nous nous préparons à un monde déflationniste en ayant un dollar très fort. Et pourquoi ça? Regardez les plus grandes nations exportatrices de produits finis. Japon, la Chine, l'Europe, la Corée du Sud, Taïwan, toutes leurs devises
ont perdu en valeur drastiquement. Et donc ils peuvent vendre des biens moins chers aux États-Unis. Donc c'est vraiment bien pour les États-Unis, parce que l'inflation diminue, mais difficile pour ces pays parce que l'inflation reste élevée. Alors ce que j'ai regardé, c'est le Global M2. L'indice M2 de la Chine s'accélère, le Royaume-Uni a commencé à devoir augmenter ses liquidités pour acheter des obligations d'État britanniques, et donc nous commençons à avoir un revirement potentiel, mais les États-Unis sont toujours fermement négatifs. Et jusqu'à ce que le cycle américain se retourne un peu, nous allons voir une certaine stabilisation dans ce cycle monétaire, mais le résultat probabiliste, nous devons vivre dans les 6 à 12 prochains mois, parce que c'est là que vit la crypto. Et la crypto a atteint son niveau le plus bas en juin. Et donc ce que cela signifie, c'est que le taux de changement de la liquidité s'améliore un peu, mais reste négatif. Et donc je pense que les crypto-monnaies nous ont donné le signal que les choses changent à la marge, mais c'est trop tôt pour qu'elles conduisent les prix. Et je pense que j'ai eu une interview avec Mark Yusuke qui l'a très bien exprimé. Il dit l'hiver des crypto-monnaies s'est terminé le 14 juin et le printemps des crypto-monnaies a commencé. Et le printemps, certains jours sont froids, d'autres sont humides, d'autres il y a beaucoup de vent, certains ensoleillés, mais ce qui suit le printemps, c'est l'été. Et nous sommes toujours au printemps. Donc le marché monte et descend, mais ne fait pas grand-chose. Alors c'est pas bon pour personne, ni pour les bulls, ni pour les bears, et c'est la fonction du cycle économique qui commence à se retourner. Lorsque vous êtes dans une tendance séculaire, la technologie blockchain, c'est une tendance séculaire. Plus ça devient bon marché, plus ça devient attirant. Vous savez, ce ne sont pas des actifs à retour à la moyenne. Ils reviennent à une moyenne mobile exponentielle, par opposition à une moyenne plate, ce que fait d'ailleurs le pétrole. Le pétrole revient à une moyenne plate. Et donc la réponse à tout, c'est j'imprime plus d'argent. Et donc alors que le marché obligataire devient encore plus liquide, il est plus liquide et plus sanglant maintenant, je pense qu'il est cassé, il est séparé du cycle économique, il est séparé de l'inflation, il ne suit rien du tout, il est tout seul, sans ancrage, sans lien, ce qui va produire des conséquences inattendues. Est-ce que le marché des actions doit être cassé? Pas nécessairement, le marché obligataire s'est effondré. C'est la pire performance de l'histoire du marché obligataire. C'est la pire performance des portefeuilles 60-40 de l'histoire. Ce que nous faisons en fait, c'est casser les pensions des baby boomers. Les politiciens n'aiment pas ça. Parce que devinez quoi, ils sont tous des baby boomers. Et tous leurs amis sont des baby boomers. Et les baby boomers ont plus de 76 millions d'électeurs. La dernière chose qu'ils veulent, c'est d'énerver ces personnes. Et donc c'est possible qu'on obtienne l'événement qu'on a eu en mars 2020, c'est possible qu'on ait une dernière panique sur les 2 prochaines semaines, et je pense que c'est l'horizon de temps que je me donne. On parle ici de 2 à 3 semaines, et on connaît à peu près le résultat, des rendements futurs attendus qui explosent au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'obligation pour les autorités de régler le problème. Pensez à Solana. Solana a baissé de 85% par rapport à ses sommets historiques. Ces sommets étaient aux alentours de 250 ou 280, peu importe les nombres, et aujourd'hui c'est 33. Et donc un x10 juste pour retourner au sommet historique, et l'activité sur son réseau est toujours élevée. Et donc les potentiels retours attendus, s'ils continuent à être adoptés et qu'ils continuent à se développer, les retours attendus sur ces choses sont extrêmes. Sur Ethereum également, les retours attendus sont extrêmes. Que vous l'ayez 30% moins cher, c'est pas tellement important au final.